Ce 27 février, comme chaque année depuis bientôt 50 ans, la population sahraoui célèbre l'anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Sur l'esplanade du campement de Smara, où nous sommes reçus au nom du Secours populaire français de Loire-Atlantique, quelques soldats, peu nombreux, beaucoup d'enfants, de jeunes filles et de femmes sont venus exalter la culture et l'identité sahraoui. Au retrait des colons espagnols en 1975, le Maroc déplace plusieurs centaines de milliers de civils et occupe au final les 2/3 du territoire sahraoui. Face à eux, le Front Polisario est débordé par l'extrême violence de la vague d'invasion. À ce jour, sur 600 000 ressortissants sahraouis, 200 000 ont été chassés vers l'est et vivent dans des campements précaires, non loin de Tindouf, dans le grand sud algérien. Confrontés à un quotidien terriblement difficile, les habitants des campements ne peuvent que compter sur l'aide internationale, du Haut Commissariat aux réfugiés, du Programme alimentaire mondial, de l'UNICEF et du Croissant Rouge, ainsi que sur l'appui ponctuel fourni par diverses associations et ONG. En 2012, le Secours populaire de Loire-Atlantique souhaite intervenir au cœur même de la question vitale de l'alimentation et prend part au financement de jardins familiaux. Ces jardins sont une solution au problème évident des carences alimentaires subies par les réfugiés, à commencer par les plus jeunes. Cependant, de gigantesques inondations en 2015, après celles de 2006, anéantissent ces efforts, ainsi que la plupart des maisons construites en terre cuite. Rares demeurent quelques survivances de l'ambitieux projet des jardins familiaux. Oui, là, il est là, et il l'écrase avec, pour servir les petits enfants, les nourrissons. Et tous ces produits, on les prend au frais, on l'utilise avec les voisins. La terre ici est fertile. L'eau ou l'attention qu'il faut prêter, c'est tout. Mais dans la plupart des familles de réfugiés, la consommation de fruits et de légumes reste bien rare. L'inflation des produits alimentaires a atteint ici des sommets. C'est d'habitude, c'est l'assiette de lentilles, c'est l'assiette de haricots blancs, c'est l'assiette de riz. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fromage. C'est un plat. Donc il y a des carences chez les enfants. Parce que le lait, le programme alimentaire mondial ne distribue plus de lait aux enfants. C'est une alimentation qui est totalement déséquilibrée. Donc les enfants qui ne boivent pas de lait, qui ne mangent pas de yaourt, comment vont-ils grandir? Il y a évidemment des retards de croissance. Et les femmes, évidemment, qui sont tellement anémiées, mais tellement anémiées, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Par contre, aujourd'hui, ce qui est important et ce qui est, enfin, pour nous, c'est le jour où, lors d'un défilé, d'une fête comme ça, à Dakhla, on a vu défiler les handicapés. Alors là, on s'est dit, ça y est, ils montrent qu'il y a du handicap dans les campements. Nous avons commencé à sensibiliser l'opinion ici sur l'importance de l'insertion des enfants handicapés pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Nous avons commencé à sensibiliser l'opinion ici par la radio, par les conversations face à face. On partait à pied, à l'époque on n'avait pas de moyens de transport. On profitait aussi des conférences pour expliquer aux familles l'importance des centres d'éducation. Les 15, 10, 2000, le centre a été construit complètement. Nous avons gardé ici chez nous l'handicap mental et nous avons 97 enfants. Il y a 15 éducateurs qui travaillent avec. À quel âge les enfants sont-ils accueillis ici? De 4 ans jusqu'à 21 ans. Et à partir de cette taille, c'est-à-dire 21 ans, nous on commence à le perfectionner, c'est un travail manuel. Ça l'aide encore, bien sûr, à être plus autonome. La plus grande réussite que nous avons et que nous avons faite depuis la création du centre, c'est que, en ce qui concerne l'insertion de l'enfant dans la société, nous sommes parvenus à les marier entre eux, à faire des couples entre eux et à produire des enfants. Ça, c'est le meilleur résultat auquel nous avons déjà abouti.
Il s'est marié à une collègue qui avait le même handicap, sourd et muette. Et ils ont donné 2 enfants bien formés. Ils parlent, ils entendent, ils écoutent, intelligents aussi. Le financement provient d'où principalement? L'aspect psychologique, c'est Triangle qui le finance, Triangle, la ONG française là, et le côté alimentation, c'est la Croix-Rouge internationale. En plus de ce que Triangle donne, nous recevons encore des dons de certaines ONG qui viennent parfois nous visiter. Oui. Que ce soit un don concret de matériel, soit une petite subvention avec laquelle nous pouvons se procurer le matériel dont nous avons besoin. La deuxième partie de l'aide, ce que nous avons besoin, c'est l'indemnisation des monitrices que nous avons ici, parce qu'elles reçoivent 8 000 dinars en 3 mois. Donc c'est une indemnisation très petite. S'il y a possibilité de l'augmenter, ça sera bien un peu pour plus les encourager, les pousser à travailler. Et la troisième demande, comme il y avait des années, certains Français ont amené avec eux en cours de vacances 3 ou 4 enfants handicapés. Si c'est possible que cette année ou l'année prochaine, ce processus renaîtra, si c'est possible. Et merci beaucoup. Concernant le handicap dans les campements, chez les enfants, il est particulièrement lié à l'accouchement. Un accouchement, il n'y a pas eu de suivi de grossesse, donc on n'a pas pu déceler que le bébé était mal placé dans le ventre de la maman. Donc au moment de l'accouchement, on découvre cet état de fait et en fin de compte, le bébé va naître, il va y avoir la peau violacée et c'est là qu'on va découvrir après, évidemment, qu'il est handicapé. C'est pour ça qu'à l'école, en 2002, on nous a demandé de mettre en place une école de formation de sages-femmes de façon à ce que les sages-femmes aient une formation théorique et comprennent ce qui peut se passer et éviter tous ces drames. Si un enfant naît avec un problème de souffrance, de problème d'asphyxie, qui est cyanosé, qu'il a des problèmes, ça, il faut l'amener rapidement, là où il y a l'oxygène, parce qu'ici, il n'y a pas d'oxygène. Parfois, on l'envoie à Tindouf, c'est seulement pour mettre une demi-heure d'oxygène et puis il revient normal. Tout va bien. Alors que c'est un trajet. Il peut mourir en route. Ce qui arrive souvent. Avant, c'était un dispensaire en ambulatoire seulement pour suivre les maladies chroniques, pour suivre les gens qui ont, par exemple, les maladies banales, fièvre ou diarrhée ou quelque chose, les premiers soins. Mais depuis que j'ai été directrice de ce dispensaire, on a commencé à faire les suivis des femmes enceintes et les accouchements après. Les femmes, en général, elles préfèrent accoucher en dispensaire ou à la maison? À la maison, c'est interdit maintenant, parce que presque toute la population, même surtout les femmes, ils ont le problème de l'anémie. Et nous, on a fait beaucoup de sensibilisation pour éviter les accouchements à domicile, pour éviter les hémorragies, pour éviter la mort subite à cause de l'accouchement, pour éviter aussi la souffrance des enfants et pour éviter beaucoup de choses. Nous, on essaye de faire la sensibilisation à toutes les femmes de venir, qu'il y a tout au dispensaire et si c'est des cas à risque, qu'on peut l'évacuer à temps. Combien vous faites d'accouchements par an? En tout cas, tout ce que je sais, que je fais 30 accouchements, 28 accouchements par mois. Sur mon dispensaire, mais ce n'est pas seulement les gens de Smara, ni les gens de Mahbes, ça vient d'Aousserd, ça vient de Layoun, ça vient d'ici, ça vient de partout, ça vient de Bujdour. Vous avez une bonne réputation? Inch'Allah. Normalement, de 12 semaines jusqu'à 40 semaines, la femme, au moins, elle doit faire 4 consultations. Et elle vient? Elle vient. C'est obligatoire. Il y a quand même quelques milliers d'enfants qui sont nés ici dans cette salle. Dans cette salle. Ouais. On a le tensiomètre, on a le Doppler pour écouter, on a un échographe, on va voir après la salle de suivi des femmes enceintes. On a ce stérilisateur qui est acheté par Enfants Réfugiés du Monde. Il y a le matériel.
L'armoire, il est acheté par UNICEF, mais il y a les vêtements de bébé qui est donné par le Secours populaire et les gens de Saint-Nazaire, les tricotages des gens de Saint-Nazaire. Par exemple, ça, c'est tricoté par les femmes de Saint-Nazaire. Je demande au Secours populaire qui continue à nous envoyer les vêtements. Ça, c'est une forme de sensibiliser les femmes. Vous êtes toute seule pour faire le sage-femme? Non, il y a ici? une autre sage-femme. Et votre fille aussi, non? Oui, ma fille, oui. Ah. Oui, elle travaille ici, bien sûr. Elle travaille ici comme infirmière et comme sage-femme. Il y a des gens qui rentrent dans le métier, c'est pour gagner la vie. Oui. Alors que ça, ici, dans le désert, ça ne marche pas. Parce que le salaire, c'est tous les 3 mois et ce n'est pas un salaire, c'est une aide. Pour une sage-femme diplômée qui a une grande expérience, je crois que 15 000 dinars, ce n'est pas son salaire tous les 3 mois. Les auxiliaires ici, Oui. c'est 5 000 seulement. Sur 3 mois aussi? Même, parfois, ça arrive jusqu'à 6 mois. Ouf. L'été, quelle température il fait ici? 50 degrés. 50 degrés ici. 48. Donc vous avez 50. des femmes qui accouchent par 50 degrés. Oui, qui accouchent par ça. Et ça, il y a 2 zincs en haut. Ouais. Ah. Ouais, c'est ça le problème. Si vous aviez quelque chose à demander au Secours populaire, ce serait quoi? Nous, par exemple, le premier point du besoin ici au dispensaire, c'est le problème du transport. Parce qu'il n'y a qu'une seule ambulance au niveau de l'hôpital régional. Elle fait tous les travaux de l'hôpital régional. C'est-à-dire que si nous, on a un cas qu'on va l'évacuer, ça prend du temps. On a le problème du transport, on a le problème de la réhabilitation et les médicaments principaux, par exemple, tout ce qui est jetable et tout ça, ça manque. Les pansements, les seringues, les désinfectants, tout ça. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Là, à 56 ans, vous ne pensez pas du tout à la retraite? Il n'y a pas de retraite ici. Alors? Je suis très fatiguée, ça je vous assure ça. Mais j'aime beaucoup mon métier et j'adore aussi ma population. Ça c'est mon point faible. Et on a travaillé dans des conditions plus difficiles que maintenant. On peut tout supporter, mais on n'a plus la force qu'on avait. Bon, la jeunesse, il y a l'Internet, il y a les voitures, il y a TikTok, il y a je ne sais pas quoi. C'est une autre mentalité. Ça fait 50 ans, 50 ans. Donc, en fin de compte, il y a une usure, même pour les projets. Nous, sur l'école, on a eu, par exemple, pendant 10 ans, une ONG japonaise, Refugees International. Au bout de 10 ans, ils ont dit, eh ben non, il y a d'autres projets à soutenir, on vous quitte. Beaucoup font ça. Même le conseil régional, général, ils vont donner pendant un certain temps. Puis après, non, parce qu'il y a d'autres demandes. Et surtout, les projets, c'est comme ça. Et le drame ici, si un projet s'arrête, s'il n'est plus financé, tout s'arrête. Alors, on arrive à maintenir aujourd'hui la formation d'infirmiers. Uniquement infirmières, infirmières, mais avec de grandes difficultés. Chaque année, on a des professeurs qu'on a eus pendant 3, 4, 5 ans qui partent. Ils vont aller en Espagne, ils ont envie de se marier, il leur faut de l'argent pour se marier, ils vont travailler en Espagne. Certains reviennent 3, 4, 5 ans après, ils ont gagné de l'argent, ils se marient, ils s'installent dans les campements. Mais le problème, il est là, on n'arrive plus à avoir d'enseignants non plus de qualité. Je suis venue dans cette école pour aider la population, notre peuple, nos familles, en étant infirmière, et parce que ce métier me plaît. Bonjour, je m'appelle Loujain. Je suis en première année d'études d'infirmière. Apprendre ce métier, c'était mon rêve. Vous avez encore 2 ans, et après, vous resterez dans la région quand vous aurez votre diplôme? Nous sommes prêtes à rester travailler ici. Tant qu'on aura besoin de nous, on restera. Claro, para servir mi país. Bien sûr, je serai là pour servir mon pays. Je dirais que le peuple sahraoui, malgré toutes ces années d'exil, a toujours gardé espoir.
Il faut que cette société avance. Elle continue d'avancer malgré les conditions de vie que toutes les familles subissent. Il existe aussi des prises en charge à travers des projets, des micro-projets, comme il y a pu y avoir à travers des projets, par exemple, qui ont été financés par le Secours populaire, les jardins familiaux. Petite parenthèse. Notons que le Secours populaire de Loire-Atlantique fournit actuellement une aide à l'édition de livres scolaires à destination des 40 000 écoliers et collégiens sahraouis. Voilà, tout ça, ce sont des petites aides qui arrivent, mais ce sont des compléments très importants. Il y a beaucoup d'initiatives. Ils font des pizzas, ils font des gâteaux. Pour gagner un peu d'argent, ils vont faire de la mécanique, ils vont faire de la construction. Ces gens-là ne savaient pas construire, c'était des Bédouins. Aujourd'hui, ils construisent, ils font du pain. On ne peut qu'être vraiment admiratif du chemin parcouru depuis 25 ans que je viens dans les campements. Il en reste encore beaucoup, mais ils avancent, ils avancent, ils avancent.